Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être présente à cette conférence midi qui va être présentée par Julie Larochelle-Audette, qui nous présente une conférence sur la division du travail enseignant et le racisme pendant la semaine des enseignantes et des enseignants. Donc, Julie Larochelle-Audette est professeure adjointe en administration de l'éducation à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Donc, elle va vous parler aujourd'hui de cette thématique importante. Bienvenue à tous. Moi, je suis Marie-Odile Magnan. Je suis titulaire de la chaire en relations ethniques à l'Université de Montréal. Julie, je te cède la parole. Je pense que ça se connecte graduellement. Bien hâte de t'écouter. Merci Marie-Odile. Merci tout le monde d'être présente aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que les gens vont continuer à se connecter aussi. Puis, comme Marie-Odile l'a dit, bon, on pourra diffuser après la conférence. Mais donc, c'est quand même important pour moi que vous puissiez aussi interagir avec moi, là, parce que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de débats. Aussitôt qu'il est question de racisme, ça suscite des questionnements, voire des controverses. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir en discuter ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Je voulais remettre en contexte. Ah oui, juste par rapport aux caméras, tout ça. Dans le fond, je vous vois. J'aime ça voir les gens quand je parle, quand j'enseigne, donc quand je fais une conférence aussi. Donc, si vous voulez, si vous pouvez ouvrir vos caméras, ça me fait plaisir. Ça m'aide aussi à garder un peu le rythme puis à voir un peu vos réactions aussi. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras si vous pouvez. Voilà. Donc, comme Marie-Odile l'a dit, cette semaine, c'est la semaine des enseignantes et des enseignants. Donc, la conférence porte sur la division du travail enseignant. Donc, ça tombait en plein dans la bonne semaine, mais c'était un hasard. Pour vrai, c'était un hasard. Après, on a réalisé que c'était wow, en même temps, ça tombait dans la semaine des enseignantes et des enseignants. Donc, je trouve que c'est encore plus pertinent. Donc, je voulais le mentionner quand même parce que ça peut nous amener des réflexions sur ce travail-là, puis sur sa professionnalisation aussi. Euh, je voulais aussi mentionner le fait que la conférence se tient dans le mois de l'histoire des Noirs, hein, aussi, donc le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Puis, la conférence porte sur le racisme, donc elle est d'autant plus pertinente aussi pour cette question-là, puis pour les réflexions qu'on pourra avoir ensemble sur justement le racisme qui peut être vécu par les personnes noires dans le système d'éducation au Québec, mais pas seulement par les personnes noires. Donc, la thèse porte, en fait, je présente les résultats de ma thèse doctorale aujourd'hui. Ça porte sur les personnes, les enseignants de groupes racisés. Donc, c'est plus large hein, que seulement les personnes noires, mais le racisme anti-noir est une composante là, sur laquelle je travaille puis qui m'intéresse aussi. Donc, rapidement, le plan de la présentation va être assez classique d'une présentation académique. Donc, la mise en contexte, par contre, vous allez voir, mélange un petit peu à la fois des dimensions épistémologiques, des dimensions davantage liées au cadre théorique, au concept, puis à la problématique. Donc, je les articule un petit peu ensemble, vous allez voir. Ensuite, je vais présenter la méthodologie, la démarche, l'ethnographie institutionnelle, puis les matériaux à partir desquels j'ai obtenu mes résultats. Je vais vous présenter ensuite mes résultats. Je vais me centrer sur certains aspects de la thèse. Là. Je pourrais malheureusement pas tout couvrir ici, mais donc j'en ai choisi certains éléments que je voulais aborder avec vous en lien avec la division du travail. Puis ensuite, en conclusion, on va regarder ensemble quelques stratégies dites individuelles, mais je vais mettre davantage l'accent sur les changements systémiques qui m'apparaissent nécessaires en lien avec les divisions dans le travail enseignant au Québec. Donc, allons-y, mise en contexte. Avant tout, je voulais faire un petit point sur qui je suis, d'où je parle, parce que la thèse a été réalisée et mes travaux de recherche aussi, en général, là, je les réalise dans une perspective dite située. On va revenir un petit peu là-dessus avec la pensée féministe noire plus loin. Mais donc, c'est important peut-être de mentionner, donc vous savez, mon statut de professeur a déjà été présenté. Aussi, moi, je suis une femme blanche. Donc, dans les rapports sociaux au Québec, puis dans les rapports de pouvoir au Québec, j'occupe une certaine position. À l'université,
l'université, elle va différer versus quand je suis à l'extérieur de l'université. Donc, c'est important pour moi de le mettre de l'avant. Également, en lien avec le système éducatif, je mentionne toujours dans mes cours, puis c'est pertinent aussi dans le cadre de cette conférence-là, que moi, j'ai grandi et j'ai évolué dans un système éducatif où je me suis reconnue et où je me suis épanouie, ce qui a très fortement contribué à ce que j'accède aujourd'hui à un poste de professeur, hein, à l'Université de Montréal. Mais donc, pour moi, c'est important de le dire que j'ai évolué dans un système scolaire où je me suis sentie reconnue et j'ai pu m'épanouir en tant que personne. Donc voilà, c'est les principaux éléments que je voulais voir avec vous aujourd'hui en lien avec la perspective située. On pourrait aborder d'autres éléments, mais en lien avec la conférence, c'est ce que je voulais mettre de l'avant ce matin. Donc, émergence du problème de recherche. Comme je le disais, aujourd'hui, je vous présente des résultats qui sont des résultats de ma thèse doctorale que j'ai terminée en 2019. Donc oui, ça commence à dater un petit peu. Pour la perspective située aussi, entre-temps, j'ai eu 2 congés de maternité d'1 an, ce qui fait que malheureusement, j'ai pas diffusé autant mes résultats comme que je l'aurais souhaité. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui que Marie-Odile et l'équipe ID me donnent l'opportunité de diffuser un peu plus ces résultats-là qui, bon, sont très importants pour moi. Donc, dans le cadre de ma thèse, dans le cadre de mon parcours doctoral, j'ai commencé par m'intéresser à l'insertion professionnelle des enseignants immigrants. C'était comme mon point de départ, qui était en lien avec mon mémoire, mais là, je ne retournerai pas là aujourd'hui. Mais donc, c'était le point de départ. Je me suis intéressée, c'est quoi les parcours d'insertion professionnelle des enseignants immigrants? Donc, j'ai fait de manière classique, là, dans le cadre de mes études, un examen doctoral où j'ai approfondi la question. Puis, ce qui m'a interloqué un petit peu, ce qui m'a amené à approfondir la question, puis à peut-être rediriger un peu mon regard, c'est que je me suis rendu compte que dans les écrits principaux sur la question, à ce moment-là, du moins, hein, on avait vraiment un prisme qui était axé sur les déficits des enseignants. Ça, c'est un prisme qui est quand même commun dans les écrits sur l'insertion professionnelle à tous les enseignants, pas seulement les enseignants immigrants, mais on a tendance à mettre l'accent sur ce qui leur manque, sur leurs difficultés. Puis aussi, on va regarder, donc il y a quand même un retour de balancier, on regarde ce qui va leur permettre de s'adapter avec ou sans aide. Donc, ce qu'on peut mettre en place dans le milieu scolaire ou ce que les personnes peuvent faire pour mieux s'adapter dans notre milieu. Donc, c'est un peu le prisme qui, je trouvais, dominait dans les écrits sur l'insertion professionnelle. Puis, si on regarde en particulier ce qui est écrit sur les enseignants immigrants, il y avait un prisme que j'appelle essentialisant qui ressortait des écrits. Qu'est-ce qu'on entend par essentialisant? Ça veut dire qu'on met vraiment l'accent sur leurs différences culturelles et sur leurs déficits, hein, ce qui leur manque. Là, ça fait écho avec ce qu'on vient de voir sur l'insertion professionnelle, mais les déficits sont en lien avec des différences culturelles. Donc, ce qu'on va avoir tendance à regarder ou étudier, je dirais, dans les écrits. Également, on va souvent pouvoir lire des constats qui mettent de l'avant le fait que leurs conceptions, leurs représentations vont être éloignées avec ce qui se fait dans le milieu scolaire québécois ou canadien, là, principalement les écrits que j'ai recensés c'était au Québec ou au Canada francophone. Là, il y avait le plus d'écrits sur l'insertion professionnelle des enseignants immigrants. Mais donc, on va souvent dire qu'ils sont opposés ou éloignés de ce qui se fait dans le milieu scolaire. On va mettre l'accent sur cet élément-là. Puis également, essentialisant, ça veut dire qu'on va les présenter comme étant un groupe homogène ou figé. Donc, on s'entend, si vous vous intéressez un petit peu à l'immigration au Canada ou au Québec, l'immigration est très diversifiée, hein. Donc, il y a beaucoup de pays d'origine différents, puis dans le milieu de l'éducation aussi, là. Mais on va avoir tendance à présenter les enseignants immigrants comme étant un groupe homogène. Donc, à partir de ces 2 constats-là, ces 2 prismes-là, moi, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais essayer d'avoir un ancrage théorique un peu différent qui pourrait m'amener à regarder les choses autrement. Donc, j'ai lu un petit peu j'avais déjà un intérêt pour les perspectives féministes, mais ça m'a amené justement à peut-être approfondir un petit peu mes connaissances à ce niveau-là pour voir comment les perspectives féministes pourraient m'amener à amener des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances. Disons que c'est mon postulat de base. Puis, en cours de route, ben, je me suis intéressée aux recherches dites socialement justes, aux recherches critiques. Puis, j'ai développé une considération qui était le fait que les... oui, je voulais produire des nouveaux savoirs, c'est ce qu'on demande de faire dans une thèse, mais je voulais pas produire n'importe quel savoir. Je voulais pas produire justement des savoirs qui allaient à nouveau essentialiser les enseignants immigrants. Je voulais produire des savoirs qui allaient plutôt être utiles pour ces personnes-là qui sont dans le milieu scolaire ou qui vont l'être éventuellement, donc les enseignants ou futurs enseignants, plus largement aussi, mais donc des savoirs qui allaient être utiles à l'émancipation des personnes. C'est ça ce qu'on entend principalement quand on parle de recherche socialement juste, c'est qu'on ait fait de la recherche avec un objectif
une visée de justice sociale qui est une visée visible. Là. Quand vous lisez ma thèse là, dans le premier chapitre, je l'explicite, c'est ça la visée de mon projet de recherche. Donc oui, je produis des nouveaux savoirs, mais je choisis les questions, je choisis la méthodologie de recherche, je choisis les concepts que j'utilise avec cette considération-là pour la justice sociale et pour l'émancipation des personnes. Au niveau des approches théoriques, je me suis inspirée principalement de la perspective féministe matérialiste. Donc ça, c'est un courant français. Puis aussi la pensée féministe noire et l'intersectionnalité. La pensée féministe noire, c'est un courant féministe qui a émergé aux États-Unis par des femmes noires, hein, on s'entend. Puis donc, c'est ça, j'ai puisé principalement à ces deux courants-là. Vous allez voir un petit peu après comment. Aujourd'hui, dans le cadre de la présentation, je mets davantage l'accent sur la division du travail. Donc, c'est un concept qui vient justement, que j'utilise avec la perspective féministe matérialiste. Donc, je vais te mettre l'accent là-dessus, mais vous allez voir quand même comment les autres courants peuvent influencer les travaux, puis la perspective de recherche. Donc, le travail, je vous ai mis une petite citation au bas. Voilà. Donc, le travail est au fondement de l'ordre social dans les sociétés modernes et détermine largement la place des individus dans la société. Donc, cette citation-là, pour moi, est importante parce que ça montre pourquoi, dans le cadre d'une thèse en éducation, on peut s'intéresser aussi au travail. Puis, dans une thèse où on s'intéresse au racisme, c'est de voir comment, finalement, le travail va être un élément puis c'est une question une question phare des sociologues, justement, que le travail va avoir une place importante sur la structuration de notre société. OK? Puis le fait que ça détermine la place des individus dans la société, c'est un constat qu'on va voir avec les résultats, hein, comment le travail est relatif à la place des individus dans notre société. Pour les féministes matérialistes qui s'inspirent fortement du marxisme, hein, donc ils puisent au concept marxiste. Donc, le travail, c'est la pierre angulaire des dominations. Donc, si on s'intéresse aux dominations, aux systèmes d'oppression comme le racisme ou le sexisme, par exemple, le travail, c'est un peu comme un incontournable à regarder. Puis là, ben, ils ont une conception plus large du travail. Moi, dans ma thèse, c'est une conception classique du travail, si on veut, mais les féministes l'excèdent. Mais bon, je n'irai pas là aujourd'hui. Mais le travail, c'est un moyen d'observer aussi les rapports sociaux qui sont invisibles. Donc, les rapports sociaux, si on veut vulgariser très rapidement, un concept que j'ai encore de la misère toujours à bien saisir, je vous le dis. Mais donc, les rapports sociaux, c'est un peu les tensions les tensions dans la société qui vont constituer différents groupes qui vont essayer de s'arroger, en fait, le pouvoir pour justement structurer notre société, structurer nos institutions, nos lois. Donc, c'est vraiment cette tension-là entre différents groupes. Mais les groupes se constituent avec les rapports sociaux. Donc, voilà. Mais le travail pour les féministes matérialistes, c'est comme un moyen justement d'observer ces rapports sociaux-là qui sinon sont invisibles. Au niveau de la division du travail, je n'irai pas dans le détail ici, mais je voulais juste quand même mentionner le fait que les perspectives que j'utilise s'ancrent quand même hein, dans des courants sociologiques dits classiques, là, les pères fondateurs de la sociologie. J'ai mis en évidence certains courants qui ont une influence peut-être plus directe sur les travaux et les perspectives que j'ai utilisées, donc notamment le marxisme, la sociologie interactionniste, puis la sociologie du travail, qui ont une influence dans les perspectives féministes que j'ai utilisées, principalement pour le courant français, le féminisme matérialiste. Donc, dans le marxisme, je voulais juste mettre en évidence ce que j'ai mis en gras. Là. Donc, dans le marxisme, on met en évidence la division verticale du travail, hein, la notion de hiérarchie entre différents groupes, vous allez voir un petit peu pourquoi je vous dis ça, là, mais ça va revenir plus loin. Au niveau de la sociologie interactionniste, ce qui nous intéresse, c'est la division davantage horizontale du travail. Puis là, je vous ai mis peut-être une petite citation ici. Donc, au niveau de cette perspective-là, on s'intéresse à voir comment l'activité de chacun va contribuer dans une certaine mesure au produit final. Hein? Donc, comment le travail de chaque personne va faire un tout, un ensemble. Okay? Donc, c'est ce que la perspective interactionniste, en résumé, en quelques secondes, pourrait amener justement à l'étude de la division du travail en particulier. Puis la sociologie du travail, c'est un courant un peu plus récent, je dirais, là, mais ça a été
ça a été de ramener peut-être l'ancrage social du travail. Donc, se rappeler que le travail, c'est une critique en fait des théories de l'organisation du travail, donc le taylorisme par exemple, mais de dire qu'il ne faut pas oublier que le travail, c'est pas juste d'appliquer des théories, comment dire, c'est pas juste une machine, on est des êtres humains, donc le travail est fait par des êtres humains, donc il ne faut pas évacuer l'ancrage social du travail. Donc, si on regarde un petit peu, je vais vous amener peut-être à un autre niveau, au niveau de la division du travail enseignant au Québec. Donc, ma thèse aussi s'inscrit dans la suite aussi de courants de travaux fondateurs au Québec sur cette question-là, notamment ceux de Claude Lessard et de Maurice Tardif, qui ont travaillé beaucoup sur le travail enseignant au Québec. Donc, ce que leurs travaux ont montré et d'autres travaux aussi en lien avec l'insertion professionnelle l'insertion professionnelle des enseignants. Donc, c'est qu'il y a une hiérarchisation au Québec du travail enseignant, puis qu'il y a une précarité qui est croissante, du moins qui a cru de manière importante vers les années 90-2000. Donc, notamment là, les travaux de Mukamura qui sont davantage sur l'insertion professionnelle, puis les travaux de Maurice Tardif ont montré justement que notamment les enseignants en début de carrière, se retrouvent souvent avec un travail qui est davantage de mauvaise qualité, si on veut, puis une surcharge. Donc, il va y avoir les tâches, les bouts de tâches, ils vont avoir des groupes plus difficiles. Donc, comment justement le travail enseignant est structuré, ils ont montré ça avec leurs travaux que ça va affecter davantage les enseignants en début de carrière. Puis dans la même veine, donc les travaux de Maurice Tardif notamment ont montré justement qu'il va y avoir des écarts dans les conditions de travail, même au niveau des droits que certains enseignants vont avoir et d'autres non. Donc, je m'inscris là-dedans, je vais l'approfondir d'une autre façon. Au niveau de la précarité, ce que je disais, c'est que l'ISQ, là, c'est en 2014, ça date un peu, mais c'est sûr que la précarité enseignante, je peux pas vous dire si elle s'est aggravée ou non, mais c'est sûr qu'elle s'est pas envolée, donc les conditions précaires sont toujours présentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'en enseignement en particulier, dans les années 90, il y a une précarisation importante du travail. Puis, on était là en 2014 à environ 40% du travail dit précaire. Ce qu'on entend par précaire, ça veut dire que c'est un travail qui va être soit temporaire ou soit temps partiel. Donc, c'est pas le travail dit régulier qui va être un travail permanent, donc un contrat permanent. C'est toutes les autres tâches, toutes les autres affectations qu'il peut y avoir autour. Donc, quand même 40% là, en 2014. J'ai cherché les données plus récentes. Il faudrait que je continue mes recherches à ce niveau-là, mais donc c'est quand même important. Puis, c'était une particularité du travail enseignant parce que dans les années 90, justement, ce rapport-là de l'ISQ voulait montrer que, justement, il n'y avait pas une plus grande précarité au Québec dans le travail, mais par contre, dans le travail enseignant, oui, effectivement, il y en avait une plus grande. Ça s'était empiré. Également, je voulais mettre en évidence le fait qu'un autre élément à prendre en compte, c'est la division verticale. Tantôt, je vais parler un petit peu de horizontale, verticale. Donc, la division verticale du travail éducatif. Les travaux de Tardif et Levasseur se sont intéressés à cette question-là. Il y en a eu d'autres un peu plus par après aussi, là. Mais donc, de voir comment le travail enseignant s'est décomposé. Avec davantage l'émergence de travailleurs dits techniques, notamment, qui vont prendre une certaine part du travail qui était auparavant dévolu aux enseignants. Donc, principalement, le travail, ça peut être par exemple le travail des techniciens en éducation spécialisée, où on peut aussi penser avec l'annonce récente là, du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, aux aides à l'enseignant. Donc, ils vont aussi prendre finalement une certaine partie du travail qui était auparavant celui du personnel enseignant. C'est ce qu'on appelle la division verticale du travail éducatif. Donc voilà pour le contexte un peu plus en lien avec ce qui se passe spécifiquement au Québec. Aussi, je me suis posé la question, je vous l'ai dit, ma thèse date de quelques années quand même. Je me suis dit, est-ce que c'est toujours pertinent dans un contexte de pénurie ou ce que j'ai mis de l'avant, ça devient caduc? Donc, en retournant voir un peu les écrits sur la question, ce qui ressort, c'est que dans un contexte de pénurie, en fait, la concurrence entre les personnes enseignantes va augmenter. OK? Donc, puis aussi, pas donc, les divisions du travail aussi risquent d'augmenter. Ce qu'on peut voir justement avec l'annonce, je trouve que ça tombait à un bon moment, avec l'annonce du ministre Drainville, qui nous dit justement que, ben là, vu qu'on a moins d'enseignants, on va justement demander de l'aide d'autres personnels, d'autres personnes. Donc, on a
une tendance qui risque d'arriver, c'est d'avoir une plus grande division du travail encore. Donc, dans un contexte de pénurie, ça demeure tout aussi pertinent de s'intéresser au racisme dans la division du travail. Puis également, ce qui est montré, c'est que justement, dans des contextes comme ça de changement, c'est là où il va y avoir une plus grande redistribution des tâches, comme je vais vous dire, la division du travail, puis également une flexibilisation du travail qui risque de se mettre en place parce qu'on dit qu'il faut combler rapidement une situation de pénurie de personnel. Donc, on peut justement avoir davantage encore de contrats précaires, temporaires, pour combler justement les manques le temps que le système se calme, si ça arrive. Mais donc, voilà. Je pense que ça demeure toujours pertinent. Je continue encore un petit peu sur la théorie. Donc, je vous ai présenté tantôt un peu des grands courants fondateurs ou des courants sociologiques qui sont intéressés à la division du travail. Également, donc, qu'est-ce qui m'a amené encore une fois vers les perspectives féministes? C'est que justement, je ne devrais pas dire ça, j'aurais plutôt dire qu'est-ce qui a amené les féministes à s'intéresser à la division du travail. Dans les années 60, il y a des courants féministes qui se sont dit, ben oui, la division du travail est prise en compte, est étudiée par la sociologie, mais on ne regarde pas ce qui est spécifique aux femmes dans la division du travail. Qu'est-ce qui est la réalité des femmes? Dans les écrits là, que je disais sur cette question-là, c'est qu'on se dit, on a comme l'impression que le travailleur est un homme blanc, puis qu'on va justement regarder sa situation, étudier sa réalité, puis les travaux de recherche se concentraient sur cette perspective unique-là, qui était finalement une forme d'invisibilisation du travail des femmes ou d'aveuglement à leur réalité. Donc, ça les a amenés à développer leur propre perspective théorique, finalement, pour analyser la division sexuelle du travail. Je l'ai mentionné ici, quand même, au Québec, là, il y a peu de travaux de féministes qui sont intéressés au travail enseignant, en particulier au travail éducatif. Par contre, il y a les écrits là, de deux historiennes, Dufour et Dumont, qui ont quand même fait un travail à ce niveau-là pour essayer de documenter d'une manière historique là, la place des femmes en enseignement au Québec. Puis ce qui est intéressant quand même aussi, c'est la réalité particulière du Québec si on compare avec d'autres contextes nationaux. Par exemple, si on regarde un contexte que je connais un petit peu plus, mais par rapport à la France, euh, les femmes au Québec, historiquement, ont occupé une place vraiment importante dans l'enseignement, considérant les autres emplois qui étaient là. Je fais ça en un court résumé en, en quelques secondes, mais donc, considérant qu'il y avait des emplois plus prestigieux disponibles, là, on parle de la Nouvelle-France là, au Québec, les hommes ont été quand même présents dans une part limitée au niveau de l'enseignement. Donc, historiquement, les femmes ont occupé vraiment une place importante au Québec dans l'enseignement. Donc, ça peut avoir un impact justement sur les rapports sociaux puis la structuration du travail enseignant. Puis je pense que ça apporte encore un élément de plus pour dire, avoir une perspective féministe pour étudier le travail enseignant, ça peut être vraiment pertinent. Puis dans le cas du Québec, il y a une dimension historique aussi à prendre en compte. Puis au niveau de la valorisation du travail enseignant pour prendre un concept politique à la mode, là. Mais ouais. Donc, un autre élément, un autre point aveugle qui a été mis en évidence une décennie plus tard, à peu près dans les années 70, c'est le fait que les sociologies qui se sont intéressées à la division du travail, et notamment les courants féministes, avaient tendance à regarder davantage la question du point de vue là, on dit de la femme, finalement, puis la femme, c'était une femme blanche. Donc, on a un aveuglement au racisme, ce qu'on appelle le solips, je suis jamais capable de dire le mot, le solipsisme blanc et les autres systèmes de pression. Donc, c'est principalement les courants féministes noirs, lesbiens, intersectionnels qui ont mis en évidence à ce moment-là le fait que, oui, les perspectives féministes ont mis de l'avant des courants, des perspectives qui permettaient de prendre en compte l'analyse de la division sexuelle du travail, mais c'est encore d'une perspective située du point de vue d'une femme blanche. Donc, ils ont amené d'autres perspectives. Puis, justement, ils se sont dit qu'il fallait remplacer l'idée de la femme, justement, qui serait universelle et essentialisée, par celle de femmes situées au regard de leurs propres expériences, puis de leur position occupée dans la division du travail, puis notamment là, dans la stratification raciale de nos sociétés. Donc, division du travail et racisme, je pense que j'ai pu peut-être vous amener à voir un petit peu la pertinence de combiner ces deux concepts-là. Je voulais quand même revenir avec vous sur
un élément théorique qui est la matrice de la domination, que je vous invite à l'explorer si vous ne connaissez pas. Je trouve que c'est quelque chose de très porteur. Encore en relisant, en me replongeant dans ma thèse, je me suis dit, c'est toujours aussi pertinent. Donc, la matrice de la domination qui a été théorisée originalement par Patricia Hill Collins, qui est une femme noire et professeure aux États-Unis. Puis non, à la base, c'est même pas elle elle l'a théorisé, mais ça vient vraiment d'enseignements de femmes noires aux États-Unis qui n'étaient pas des femmes académiques non plus, hein. Donc, c'est vraiment une perspective située, comme je l'ai mentionné, qui s'intéresse à l'imbrication des différents systèmes d'oppression, ce qu'on appelle ce qu'on appelle la perspective intersectionnelle dans le milieu universitaire actuellement, puis qui s'intéresse aussi au pouvoir. OK? Donc, ici, vous voyez structurel, disciplinaire, culturel, interpersonnel, c'est 4 grands domaines du pouvoir que Patricia et Collins nous invitent à regarder pour comprendre comment la domination se fait, comment les systèmes de pression se mettent en place, puis comment il va avoir un effet sur chaque personne. Donc, vous voyez au milieu, j'ai mis une personne qui est située. Donc, cette personne-là va être au centre finalement d'un système de pouvoir qui circule. Ça, c'est quand même important, puis je trouve que c'est intéressant avec les perspectives féministes. Je retournais sur les définitions du racisme là, plus classiques, qui peuvent être un peu figées. Donc, les perspectives féministes noires amènent cette notion-là de circularité, puis de prendre en compte les différents domaines du pouvoir. Donc, elle nous dit de regarder justement comment la domination va se constituer. Donc, au niveau structurel, ça va être vraiment bon, ce qu'on peut appeler justement la structure. Qu'est-ce qui est en place dans notre société, nos lois, nos institutions, qui est là finalement pas avant les personnes, parce que ce sont les personnes bel et bien avec du pouvoir qui les instituent. Mais donc, c'est la structure qui va être en place qu'on va regarder. Après ça, au niveau disciplinaire, c'est la gestion administrative et bureaucratique. Donc, concrètement, comment les personnes à l'intérieur de ces lois, de ces institutions-là, vont justement faire fonctionner les institutions. Finalement, par exemple, pour l'école, comment, c'est ça qu'on va regarder en fait après, comment les personnes vont faire fonctionner l'école. C'est quoi les règles de gestion, ouais, principalement les règles de gestion, le pouvoir disciplinaire. Donc, ensuite, il y a le niveau culturel qui est aussi appelé hégémonique, tout dépendant de quelle version on regarde, mais donc c'est davantage de l'ordre des discours. Donc, dans la question qui nous intéresse ici, ce serait de voir comment finalement le racisme en tant que discours, en tant qu'idée, hein, va se reproduire dans notre société. Donc, c'est ça de voir comment ce système-là va se reproduire. Puis, en fait, le dernier niveau, c'est le niveau interpersonnel que j'ai un peu moins regardé dans le cadre de ma thèse. Ma thèse, c'est davantage au niveau, je dirais, structurel, disciplinaire. Mais j'ai pas comme c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant comme théorie parce que on se rend compte en comment dire en analysant les données qu'on ne peut pas faire fi des autres niveaux. Mais donc, dans ma thèse, moi, je voulais regarder davantage les premiers niveaux en haut, mais le niveau interpersonnel, donc les hiérarchies au quotidien, ce qu'on appelle aussi le racisme au quotidien, ben, tout ça, ça va avoir un impact aussi sur cette matrice-là. Donc, de voir comment il y a des hiérarchies qui s'instituent entre les personnes qui ne sont pas nécessairement directement en lien avec l'institution. OK? Donc, voilà. C'est un petit peu complexe comme théorie, expliqué rapidement, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à poursuivre l'exploration. Donc, ça m'a beaucoup inspiré la perspective, la pensée féministe noire, puis la matrice de la domination. Ça m'a aidé justement à structurer ma pensée pour essayer de montrer comment justement le travail enseignant était organisé, puis était divisé de manière hiérarchique. Puis comment ça se fait, cette hiérarchie-là? Hein, donc, concrètement, là, tu sais, oui, on peut dire qu'il y a des hiérarchies, mais comment ces hiérarchies-là se constituent? Je voulais quand même mentionner, faire une petite diapositive sur le racisme systémique, qui est le mot ONI actuellement encore au Québec. Je pense que la diapositive d'avant, en fait, on pourrait dire c'est aussi une définition du racisme systémique. Hein? Parce que le racisme systémique, c'est ça justement, c'est la structuration de tous ces éléments-là ensemble. Mais j'ai quand même une définition de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario qui date de 1995 quand même. C'est pas quand même une définition de presque 20 ans ici, mais qui m'apparaît quand même intéressante. Donc, je voulais juste vous la présenter pour peut-être faire le point sur qu'est-ce que j'entends moi par racisme systémique, puis pourquoi je pense que c'est important de vous le présenter. Donc,
Un élément important, c'est de se dire que c'est les processus qui rendent les incidents dits systémiques, hein. Donc, on va pouvoir observer des incidents, des effets, des actions. C'est ce qu'on observe au quotidien. Mais nous, ce qui nous intéresse quand on s'intéresse au racisme systémique, c'est justement comment ça se fait. Oui, il y a l'effet concret qui va arriver sur une personne, mais comment ça, c'est possible? C'est ça un petit peu un des éléments importants dans le racisme systémique. Également, donc, de dire que les prises de décision vont introduire la racialisation. Là, si on retourne au diagramme juste avant, ça va être l'aspect culturel, hein, des discours. Donc, de voir comment finalement ces discours-là vont avoir un effet sur les normes et les critères. C'est en fait quelles normes et critères on va utiliser justement pour prendre nos décisions, puis comment ça va refléter finalement ces discours-là qui sont des discours empreints finalement de structuration en lien avec le racisme puis les rapports sociaux. Puis enfin, donc, de dire que finalement, les critères et les normes font partie des normes d'exécution d'un système qui peuvent être officiels et explicites. Donc, ça peut être quelque chose qui est direct, comme on peut, un synonyme qu'on utilise notamment en lien avec la discrimination, parce que c'est présent dans les lois. Donc, vous allez voir quand même, il y a des éléments que je ressors qu'on voit que c'est dans les lois. C'est quelque chose, une hiérarchie qui existe, pas une hiérarchie, je n'irais pas dire, ah, dans la loi, on voit un truc qui c'est raciste, non. Mais on voit quand même qu'il y a des choses qui sont structurées dans les lois. Mais par contre, le plus souvent, c'est des choses qui ne sont pas énoncées officiellement, puis qui découlent de façon acceptée de faire les choses. Donc, ça devient un peu banalisé. On fait des choses d'une certaine façon sans se poser de questions, puis on reproduit finalement ces structures-là. Donc, voilà un peu une définition du racisme systémique qui nous amène à poursuivre notre réflexion sur la division du travail. Rapidement, parce que là, le temps avance, j'ai passé beaucoup de temps sur ma théorie. Je voulais, avec la recherche, j'avais trois grands objectifs. Donc, dévoiler les rapports de régulation, comme je vous l'ai dit. Je m'intéresse davantage aux structures. Également, donc, je voulais faire émerger les discours et les savoirs translocaux. Quand même, c'est un élément qui m'intéressait. Donc, de voir l'aspect culturel un peu. Puis, de rendre visible l'imbrication multiple des rapports sociaux dans la matrice. Donc, l'imbrication entre, par exemple, le sexisme, le racisme, le classisme. Je dirais qu'aujourd'hui, on va moins aller vers cet aspect-là. On va davantage être dans les rapports de régulation, donc le premier objectif de ma thèse. Au niveau de la méthodologie, donc j'ai choisi une méthodologie qui est aussi une sociologie féministe, donc qui est l'ethnographie institutionnelle, qui a été élaborée par Dorothy Smith, une chercheuse canadienne. J'ai beaucoup aimé travailler avec l'ethnographie institutionnelle. Donc la question finalement centrale de cette perspective de ce courant de recherche, parce que c'est pas seulement une méthode, c'est vraiment un courant. Donc comment les activités quotidiennes des personnes sont organisées par des rapports translocaux. C'est un concept un peu, ça veut dire que ça excède ce qui se fait ici et maintenant. Donc, ça, justement, c'est de se dire, ben, ce qui se passe, par exemple, dans mon école actuellement, en tant que là, je suis sûre que je parle comme si j'étais une direction d'école. Donc, par exemple, une direction d'école, ce qui se passe dans mon école est lié à ce qui se passe aussi dans une autre école et lié à ce qui se passe au ministère de l'Éducation. Donc, tout ça est lié ensemble. C'est ce qu'on entend par translocaux, qui va coordonner le pouvoir dans les sociétés contemporaines. Donc, ça, c'est un peu la question de base de l'ethnographie institutionnelle, qui est quand même en lien avec les questionnements que je me posais. Puis un autre objectif, ça va être d'étendre le savoir dit ordinaire, donc ce que les personnes connaissent au quotidien de leur travail. Ce qu'ils font, on est vraiment, dans l'ethnographie institutionnelle, on s'intéresse vraiment à ce que les personnes font au quotidien, à leurs expériences quotidiennes, puis à leur travail au quotidien, pour voir justement, pour dévoiler ces rapports de régulation-là, qui sont, puis moi aussi je m'intéressais aux rapports sociaux, donc ça nous permet aussi de dévoiler les rapports sociaux, les rapports de domination. Si je vois un peu plus concrètement, comme je disais, l'ethnographie institutionnelle s'intéresse au travail quotidien des personnes. Donc, c'est une perspective une enquête, en fait, on va faire une enquête depuis un point de vue situé. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, mon point de départ dans le cadre de ma thèse, c'était justement l'expérience des enseignants de groupes racisés en insertion professionnelle. Donc, j'ai gardé quand même ce point de départ-là. Donc, vous allez voir un peu juste après, mais dans le fond, c'est de dire on part vraiment d'un point de départ pour ensuite explorer l'institution.
Donc, l'expérience de certaines personnes qui peut être similaire, mais qui est nécessairement différente aussi. Mais donc, c'est ça qui nous permet d'explorer l'institution. Puis, un élément important aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses documentaires dans l'ethnographie institutionnelle, ce qui contraste un peu avec les perspectives ethnographiques plus classiques. On voit pas davantage, mais où il y a souvent de l'observation. Dans le cadre d'une ethnographie institutionnelle, il n'y a pas nécessairement de l'observation, mais on va nécessairement analyser des documents, des textes. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, dans le cadre de ma thèse, juste mentionner peut-être au niveau du contexte. Donc, la thèse a été réalisée dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, c'était le périmètre que je m'étais donné, principalement, en fait, dans les commissions, pas principalement, mais dans les commissions scolaires francophones. Donc, j'ai interrogé des personnes qui travaillaient dans ces milieux-là. Formation générale, secteur des jeunes. Donc, j'ai essayé de circonscrire un petit peu mon terrain. Donc, le point de vue situé de départ, comme je le disais, dans le cadre de ma thèse, moi, ça a été des enseignantes, donc 12 enseignantes et 2 enseignants que j'ai appelés de groupes racisés. On va voir après qu'est-ce que j'entends par là. Mais donc, je leur ai demandé de me parler de leur insertion professionnelle en enseignement. Donc, c'est toutes des enseignants qui étaient en début de carrière, si on veut, puis de me raconter ça. Puis c'était comme le point de départ pour ensuite poursuivre l'ethnographie institutionnelle. Donc, dans la deuxième phase, où je m'intéressais plus au fonctionnement de l'institution, j'ai pris ce que les personnes m'avaient donné, ce qui semblait être les constats, les questionnements qui se posaient, ce qu'ils voulaient approfondir, pour ensuite faire des entretiens semi-structurés avec des personnes clés de l'institution éducative, on va voir juste après, où je les invitais davantage à me parler de leur travail au quotidien. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qui est comme la dimension spécifique, je dirais, des entrevues pour l'ethnographie institutionnelle. C'est vraiment, on se concentre sur qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites vous? Pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Dites-moi qu'est-ce que vous faites. C'est ça. Puis l'analyse documentaire de différents documents qu'on va voir juste après. Donc, rapidement, oui, j'ai féminisé ça. Les informatrices enseignantes, mais vous voyez qu'il y avait 2 hommes. Mais dans le cadre de ma thèse, vu que les femmes sont majoritaires en enseignement et les femmes sont majoritaires dans mon corpus, j'ai féminisé. Donc, voilà, les informatrices enseignantes. Donc, on avait principalement des personnes jeunes, vingtaine, trentaine. Un élément qui était important pour moi, c'était aussi de recruter pas seulement des personnes qui étaient immigrantes. Tu sais, au point de départ, ma thèse, mon questionnement, c'est sur les personnes immigrantes. Mais en cours de route, je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de contraster mon corpus pour aller rencontrer des personnes qui étaient immigrantes, mais d'autres qui sont nées ici au Canada. Canada, Québec. Donc, j'avais presque la moitié de mon corpus qui étaient des personnes nées au Canada, puis les 8 qui avaient immigré étaient ici depuis 7 à 15 ans. Donc, c'était quand même pas des nouveaux arrivants non plus, là. Tu sais, ça faisait quand même un certain temps qu'ils étaient ici. Donc, au niveau de l'autodéclaration de minorité, donc, je me suis dit au départ, je voulais rencontrer des personnes de groupes racisés. Après, je leur ai demandé de s'autodéclarer là, sur un questionnaire. Puis, il y en a 9 qui sont déclarées minorités visibles, 2 minorités audibles, ce qui est les minorités linguistiques là, dans nos catégories législatives. Puis, 2 qui étaient visibles et audibles. Puis, une personne qui a dit aucune. Mais je l'ai quand même gardé dans mon corpus parce que, justement, une perspective intersectionnelle, le récit de cette personne-là était vraiment intéressant pour pouvoir le contraster finalement avec ce que les autres personnes m'ont raconté, puis comment, justement, c'est les rapports sociaux qu'il vivait, parce que c'est un homme, pouvaient quand même permettre de mieux comprendre la réalité des personnes qui, elles, se déclaraient ou s'identifiaient comme minorité visible. Donc, lieu de diplomation, c'est aussi intéressant. Donc, 11 qui avaient un diplôme là, de Montréal, une personne d'Ottawa, puis 2 de Roumanie. Mais donc, les personnes étaient principalement des diplômés du Québec. Hein. Donc, année de diplomation entre 2010 et 2016, donc c'était assez récent. Là. Puis, il y en avait pas mal au secondaire, mais j'en avais au préscolaire primaire. Puis, au moment de l'entrevue, donc, ils occupaient différentes occupations dans le système scolaire. Au niveau des informatrices institutionnelles, donc rapidement, j'ai rencontré du monde des ressources humaines, des conseillères pédagogiques, des directions préscolaires primaires, directions secondaires, puis employés du syndicat local. Dans le fond, j'ai choisi 2 centres de services scolaires à Montréal, qui s'appelaient commission scolaire jadis. Donc, j'en ai choisi 2, puis je les ai contrastés, en fait. Puis ça s'est avéré assez pertinent parce que les modes de fonctionnement sont très différents d'un centre de service scolaire à l'autre, contrairement à ce que je croyais. Mais donc, j'ai rencontré pour chaque centre de service scolaire une personne représentant chacun de ces rôles-là, dans le fond, ce qui fait 10 au total.
Les sources premières rapidement, donc la loi sur l'instruction publique, les règlements sur les autorisations d'enseigner qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, mais principalement ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est les conventions collectives. Résultats. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu des résultats. Ma thèse s'est intéressée au droit d'enseigner, ce qu'on appelle le droit d'enseigner, donc l'accès à la profession enseignante pour les enseignants immigrants principalement. Cette partie-là, on ne la regardera pas ensemble aujourd'hui. Donc, je vous inviterai à la RIC en juin où on va présenter ça. Mais aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur l'attribution des affectations. C'est ça. Puis sur les modalités de sélection qui sont mis en place dans le réseau scolaire. Donc, dévoiler, je vais me concentrer sur ce que je vous présentais. Donc, on va regarder un petit peu comment, justement, le travail enseignant non conventionné en particulier, donc celui qui n'est pas régulier par les conventions collectives, celui qui ne va pas donner accès à un emploi permanent, peut être distribué dans le système éducatif. Donc, c'est là qu'on va aller creuser un petit peu. Puis, comment, finalement, aussi, il peut y avoir une certaine part d'arbitraire dans comment on va décerner des contrats à certains enseignants plutôt qu'à d'autres. Donc, je vais y aller avec trois éléments en particulier qui sont des constats puis qui vont venir avec des postulats par après. Donc, mon premier constat, comme c'est un peu le point central, la hiérarchisation du travail enseignant. Puis j'ai mis, bon, centre de service scolaire parce que ma thèse, quand même, s'intéressait vraiment au réseau public. Il y aurait sûrement, les constats ne pourraient pas être transposables au réseau privé, du moins en totalité, là. Également, un autre constat, c'est de voir justement, comme je viens de le mentionner, comment le travail enseignant non conventionné, on va voir après ce que je veux dire par là, mais va être distribué dans le milieu scolaire. Puis, un autre constat qui se pose, c'est l'inefficacité des programmes d'accès à l'égalité en emploi qui ne parviennent pas à répondre à leurs objectifs. Donc, si on arrive au premier constat, hiérarchisation du travail enseignant, donc quand on analyse un peu les documents, la loi sur l'instruction publique principalement, puis les conventions collectives, on peut voir qu'il y a des catégories puis des statuts d'emploi précaires. Comme je disais tout à l'heure, on a près de 40 puis également qu'on a besoin d'enseignants pour justement ce travail précaire-là. Hein? Donc, on a besoin d'enseignants pour remplir tous les petits contrats, toutes les petites tâches qui sont dans des conditions, puis souvent un travail qui va davantage être dévalorisé. Puis là, j'ai emprunté le concept de salle boulot de la sociologie interactionniste, mais donc de dire qu'on a besoin d'enseignants pour, pour toutes ces petites tâches-là, tout ce travail-là. Donc, c'est un des constats sur lesquels j'arrive. Donc, si on regarde là, la loi sur l'instruction publique concrètement, là, maintenant, c'est un peu plus connu parce qu'on parle beaucoup de pénurie d'enseignants. Mais si on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans la loi, on peut commencer d'en haut, là. Donc, pour dispenser le service de l'éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire selon la loi, ça nous prend une autorisation d'enseigner. OK? Donc, c'est la voie, je dirais, formelle, officielle, là. Donc, on a trois types d'autorisation d'enseigner. C'est toujours à jour, là. J'ai validé tout ça récemment. Donc, on a l'autorisation provisoire d'enseigner, le permis d'enseigner qui concerne essentiellement les enseignants qualifiés à l'extérieur du Canada. Puis, on a le brevet d'enseignement qui est comme l'autorisation permanente. OK? C'est quand on a le brevet, ça nous permet justement d'assumer le travail, puis c'est un brevet dit permanent. Par contre, il y a un élément important dans la loi sur l'instruction publique qui dit qu'on peut être dispensé de cette obligation-là d'avoir une autorisation d'enseigner. Donc, c'est possible d'exercer, de dispenser le service de l'éducation préscolaire et enseigner au primaire et au secondaire, même si on n'a pas d'autorisation d'enseigner. Donc, c'est prévu dans la loi, là. Donc, dans la loi, on dit que pour l'enseignant à leçon ou à taux horaire, eux sont dispensés de ça. Ils ne sont pas obligés d'avoir cette autorisation-là. Le suppléant occasionnel aussi. Donc, on peut faire de la suppléance occasionnelle sans avoir une autorisation d'enseigner. Puis, dernier élément, c'est la personne qui est engagée par un centre de service scolaire en vertu d'une tolérance d'engagement. Donc, c'est ça qu'on entend parler de plus en plus, là. C'est ce qu'on parle des enseignants non légalement qualifiés. Donc, c'est ces personnes-là, principalement, je dirais, là, parce qu'ils pourraient être dans d'autres catégories, mais principalement, on va parler des personnes qui ont une tolérance d'engagement. Donc, ça, c'est le centre de service scolaire quand il va avoir un besoin, donc il n'arrive pas à combler certains postes, va faire une demande au ministère de l'Éducation pour un enseignant en particulier. Donc, pour cet enseignant-là, on demande une tolérance d'engagement qui était de mémoire, c'est 1 an renouvelable. Mais là, peut-être que ça a changé sous toute réserve. Mais donc, on a quand même, là, dans une situation de pénurie, de plus en plus de personnes qui sont justement embauchées en vertu de cette tolérance-là. Donc, ça, c'est un peu, je dirais, le canevas de base pour comprendre déjà qu'il y a des hiérarchies
hein, entre les enseignants, puis qu'il y a différents groupes ou classes d'enseignants dans le système éducatif. Si on regarde les conventions collectives rapidement, donc moi j'ai été voir l'entente nationale avec la FAE. Donc c'est sûr qu'au Québec, dans le fond, il y a plusieurs associations de syndicats, regroupements de syndicats. Moi j'ai regardé la convention, l'entente nationale de la FAE. Donc si on regarde un petit peu les catégories, si on regarde comment dire, dans les définitions à la base de la convention collective, on voit donc des enseignants à temps partiel, des enseignants à temps plein, des enseignants réguliers, des suppléants réguliers, des enseignants à la leçon et des suppléants occasionnels. Tout ça, souvent, les désigne sous le terme d'enseignant, hein, mais on voit qu'il y a quand même différentes catégories. J'ai mis en gras enseignant régulier parce que quand on parle d'enseignant régulier, c'est celui qui est permanent. OK? Donc, un enseignant qui a un contrat permanent. Donc, eux, j'ai quand même mis de l'avant aussi le fait qu'il y a deux groupes, on pourrait dire distincts. C'est qu'on a les groupes à qui s'applique l'ensemble de la convention collective. OK? Donc, les premiers. Puis, on a ceux qui ne sont pas concernés, en fait, par l'ensemble de la convention collective. Donc, on a un groupe d'enseignants qui sont les enseignants à la leçon et les suppléants occasionnels qui ne sont pas protégés là, par l'ensemble des clauses de la convention collective. Donc, il y a seulement certaines clauses qui leur sont spécifiques. Donc, on voit aussi émerger dans les conventions collectives des classes différenciées d'enseignants. Donc là, un des éléments que j'ai peut-être pas mentionné de l'ethnographie institutionnelle qui est intéressant, en tout cas moi je trouve intéressant, c'est aussi les cartographies. Donc on nous amène souvent à illustrer de manière graphique un peu ce qu'on découvre. Puis là, déjà que c'est une cartographie simplifiée, là, mais j'ai essayé comme d'illustrer un peu le parcours d'un enseignant qui voudrait se rendre à un poste irrégulier, donc à la permanence, OK? Puis en même temps de voir un peu les différents types d'enseignants qu'on vient de voir justement dans la législation puis dans les documents législatifs. Donc, quand un enseignant entre justement dans le processus de sélection, là, ça veut dire qu'on sélectionne notre enseignant. Là, je n'irai pas dans le détail ici, mais ça varie quand même d'un centre de service scolaire à l'autre. Dans un contexte de pénurie aussi, ça change beaucoup. Donc, c'est pas quelque chose qui est très figé, je dirais. Mais donc, on peut être embauché comme enseignant régulier. Ça, ce serait justement l'accès à la permanence. Donc, un contrat menant à la permanence, on s'entend. Donc, on ne peut pas être embauché directement permanent, là. Ça prend un certain nombre de jours à réaliser tout ça, mais on peut quand même avoir un contrat menant à la permanence très rapidement, on va le voir. Par contre, on peut aussi être embauché, avoir un premier contrat, une affectation, parce que le contrat, ça peut porter à confusion. Mais on peut avoir une affectation non régulière, hein, tout ce qui était justement du temporaire, du précaire, là, du non permanent, qui peut être de la suppléance, comme on l'a vu, mais ça peut être aussi des contrats. Puis là, on a différents types de contrats. Puis je voulais comme différencier, donc il y a les contrats à la leçon qui sont une catégorie à part, là, mais je voulais différencier les contrats à temps partiel qui comptent puis ceux qui comptent pas. Donc, c'est un peu justement ce que je disais tantôt menant à la permanence. C'est qu'on a des contrats qui vont nous amener vers la permanence, donc qui nous permettent d'accumuler finalement ce qu'on a de besoin pour avoir accès à la permanence. Donc, un nombre de jours, éventuellement une évaluation, mais qui n'est pas toujours réalisée. Mais on a des contrats qui ne comptent pas. OK? Donc, on a beau réaliser ces contrats-là, on a beau les accumuler, ils ne sont pas prévus à la convention collective comme menant à la permanence. Donc, c'est des contrats, c'est pour ça que j'appelle ça qui ne comptent pas, mais donc qui ne me permettent pas d'accéder à un poste permanent ou régulier. Là, dans le système, quand je faisais des entrevues où il y a des gens qui disaient oui, mais il y a des personnes qui ne veulent pas nécessairement avoir une permanence, qui ne veulent pas nécessairement avoir un emploi régulier. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Mais par contre, dans le cas comment dire, l'analyse que j'effectue, c'est de se dire, ben, de manière générale, quand même, les gens veulent avoir une stabilité, là. Donc, c'est ça qui m'intéresse de voir comment on peut se rendre à cette stabilité-là. Ça, j'ai déjà mentionné, environ 40. Donc, une petite citation d'une employée des ressources humaines d'un centre de service scolaire. Donc, justement, je l'ai mis parce que c'est en lien avec la pénurie un peu. Donc, on n'est pas dans un contexte où on a un gel dans aucun corps d'emploi chez les enseignants. Donc, je vais engager dans tous les champs que je peux. Donc, les champs, on parle des champs d'enseignement, pour vraiment permettre de s'assurer d'avoir une meilleure attribution de la suppléance, pour s'assurer de pouvoir répondre à l'ensemble de la demande. Donc, cette citation-là m'apparaît quand même intéressante pour dire que justement, on va embaucher
beaucoup de personnes. Puis ce que je disais tantôt pour combler le sale boulot, c'est qu'on a besoin d'embaucher beaucoup de personnes pour pouvoir combler les postes, mais pas seulement les postes réguliers, pas seulement les postes permanents. On a besoin de suppléants. On a besoin de personnes pour faire tous les contrats, toutes les petites tâches. Donc, c'est ce que nous dit justement cet employé des ressources humaines, c'est qu'il faut embaucher beaucoup pour pouvoir combler tous les postes, toutes les affectations, je ne devrais pas dire les postes. Ici, on a un autre extrait de verbatim de Pierre, qui est un enseignant d'univers social formé au Québec, puis qui s'auto-déclarait comme étant haïtien. Donc, lui nous disait, pour faire ta place, tu es obligé d'aller là où les autres ont peur d'aller. Et puis, on est conscient du danger. On sait qu'on n'aura pas de cadeau. C'est comme ça. Il faut faire les jobs que les gens ne veulent pas faire, comme la suppléance, comme les tâches difficiles, ingrates, où tu n'as pas d'avantage qui vient avec. Et puis, ben, quand tu le comprends, ben, tu le fais. Fait que c'est un peu une citation qui montre justement qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, se disent, ben, oui, c'est le travail que j'ai, puis ben, je vais le faire parce que c'est là que j'ai du travail, puis c'est là qu'on m'attend finalement. La notion de place que je parlais au début, là, donc ça ressort ici beaucoup. Une autre citation, celle-là de Safa, qui est une enseignante de mathématiques au secondaire, formée au Québec, puis qui s'identifiait comme arabe. Donc, Safa nous parlait un petit peu de son expérience. Elle était d'une expérience qu'elle a vécue quand elle était encore étudiante au baccalauréat en enseignement, là, ici au Québec, puis qu'elle faisait de la suppléance. Safa, là, avec le nom arabe, là, elle n'était pas appelée souvent. Une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. Puis sinon, j'avais les groupes d'adaptation scolaire. Et le jeune, là, elle parlait, Safa, elle avait un fort accent québécois. Hey, le jeune, là, il peut te lever la chaise puis la lancer sur le mur. On parle d'adaptation scolaire de 15 ans, là. Je te jure, là. Puis là, après ça, elle parlait un peu. Elle dit, je te jure, tous les matins, quand j'avais de la suppléance, tu avais une fille qui était en enseignement du français, qui était étudiante, qui faisait de la suppléance. Elle avait toujours ses 4 périodes, son temps plein de suppléance. Tous les matins, d'avril à juin, elle était appelée. C'était la petite préférée de cette madame-là qui était québécoise, elle aussi. Puis nous autres, on se retrouvait avec une tâche de... C'est ça. Donc, Safa, elle me parlait un petit peu de ce qu'elle observait dans l'école où elle faisait de la suppléance. Puis en gros, ce qu'elle me racontait, c'est que les seuls moments où elle faisait de la suppléance dans son champ, c'est quand l'enseignant de mathématiques demandait spécifiquement à la secrétaire qu'elle soit appelée. Sinon, on l'appelait pour l'adaptation scolaire. Puis elle avait souvent justement des tâches ici et là disparates, puis elle n'était pas souvent appelée. Mais elle remarquait quand même qu'il y avait d'autres étudiants en enseignement qui faisaient aussi de la suppléance, mais qui, eux, avaient les tâches qui correspondaient à leur champ d'enseignement, puis des tâches de suppléance à temps plein, donc une journée complète dans la même école. Donc, c'est quelque chose qu'elle me partage. Si on passe au deuxième constat, donc distribution de symétrie du travail enseignant dit non conventionné, je vais aborder un petit peu les systèmes de recommandation qui ont cours dans le milieu scolaire, qui introduisent, selon mes observations, un peu une part d'arbitraire dans qui va être choisi pour faire quel travail. Puis également, ce qui relève un peu, ce qui rend visible une certaine forme de favoritisme envers les enseignants qu'on va présumer compétents, puis je l'ai mis en gros guillemets, parce que qu'est-ce qu'on entend par compétent, je critique par rapport à ça, là, puis je l'analyse d'un point de vue justement des rapports sociaux. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir certains enseignants plus que d'autres? Donc, juste rapidement, là, je ne veux pas être dans le détail ici, puis ça date un petit peu, donc c'est pas à jour, mais juste pour vous donner une idée des contrats qui sont non soumis à l'ordre de la liste de priorité. Donc, rapidement, peut-être avant, pour ne pas vous distraire. Donc, les contrats, comme je vous disais, pour accéder à la liste de priorité, il faut réaliser un certain nombre de jours dans un certain type de contrat. Donc, comme je disais, ce pas tous les contrats qui vont mener à la liste de priorité et donc à la permanence. OK? Donc, quand on est inscrit sur la liste de priorité, après, on a justement priorité. Hein, pour avoir accès aux meilleurs contrats. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là. Grosso modo. Mais on a des contrats qui ne sont pas soumis à cet ordre-là. OK? Donc, on n'est pas tenu de respecter l'ordre de la liste. Donc, par exemple, est-ce que tu es le premier enseignant de la liste ou tu es le 10e? OK? Donc, il y a des contrats qui y sont soumis. Donc, les contrats de plus de 5 jours, de manière générale, sont soumis à cet ordre-là, mais il y a d'autres contrats qui ne le sont pas. Puis qui peuvent permettre quand même de progresser vers la permanence. Donc voilà un peu une liste. Là. Donc après, j'avais regardé pour différents centres de services scolaires parce que là, je vous ai parlé de l'entente nationale des conventions collectives, mais chaque centre de services scolaire a une entente locale avec son syndicat. OK? Donc, on a comme là deux niveaux, je dirais, de conventions collectives, le premier national puis le deuxième local. Donc, vous voyez quand même, il y a plusieurs types de contrats qui peuvent être
octroyer aux personnes enseignantes sans passer par cet ordre-là préétabli de la liste de priorités. OK, donc, quand même plusieurs types de contrats, là. Donc, octroyer à la suite d'un remplacement assumé par une suppléante, remplacement à la suite de la confirmation d'un retrait préventif pour maternité. Puis, vous voyez aussi comment c'est variable d'un centre de scolaire, d'un centre de service scolaire à l'autre, hein? Donc, il faut vraiment comme avoir une connaissance assez approfondie des conventions collectives pour être à l'affût de toutes ces petites différences-là. Puis s'il y a des enseignants justement qui écoutent la conférence, je vous invite à essayer d'avoir cette information-là. Je pense que le meilleur moyen, c'est par votre syndicat, là. Mais donc voilà, vous voyez tous les contrats qui peuvent être comme octroyés sans passer par la liste de priorité. Il y en a quand même plusieurs. Puis, c'est ça. Donc, ce que ça va nous amener, comme je parlais tantôt, ce qu'on appelle le Graal de la permanence. Euh, c'est Emmanuel, un conseiller pédagogique, qui me parlait de ça. Donc, comment on accède à ce Graal de la permanence-là, finalement? Pourquoi il y a des enseignants que ça va être plus rapide que d'autres? L'évaluation, je vais y revenir un peu plus tard. Je laisse ça de côté pour l'instant. Donc, on a Karine, qui est une direction d'école que j'avais interrogée, qui me disait justement, ben, ça peut aller très vite de suppléant à temps plein, finalement, tu sais, de passer comme de non régulier à régulier, là. Parce que si je tombe dans une période de pénurie, bingo, on est dedans, ben, je vais aller rapidement d'un bassin à l'autre, ce qui fait que c'est très inégal. Parce que là, ce qu'elle dit, c'est je vais aller rapidement d'un bassin à l'autre, mais c'est pas nécessairement pour tout le monde, là. Mais donc, elle parle justement d'un groupe pour lequel généralement ça va assez, pas toujours, mais que ça peut aller plus vite. Donc, il y a des étudiants qui sortent de l'université, puis ils vont faire toutes ces étapes-là en très peu de temps. Donc, on peut voir que se faire le chemin, c'est pas un chemin, c'est pour ça que justement dans le résumé de la conférence, c'est pas un chemin qui est linéaire. Donc, on a l'impression des fois justement que quand on va accéder à la permanence en enseignement, on a comme des étapes à suivre, puis c'est très linéaire. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que non, finalement, c'est qu'il y a vraiment plusieurs voies, puis il y a des voies qui sont vraiment plus rapides que d'autres. Donc, ici, on a Nawal, un autre récit de Nawal, qui est une enseignante au primaire formée au Québec qui s'identifie comme arabe. Donc, elle dit en façade, c'est tout bien fait, c'est démocratique comme système de sélection. On est hyper sélectif parce qu'on cherche des enseignants compétents. Ça, c'est un mot qui revenait souvent, là, tant de la part, ben, principalement, je dirais, de la part de l'administration, mais aussi des enseignants. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des critères clairs et précis dans le recrutement. Il y a des personnes qui n'ont même pas de bac, ils ont juste un permis d'enseignement et qui ont des contrats et qui rentrent sur la liste de priorité. Puis il y a des personnes comme moi qui ont étudié ici et qui ont quand même de la misère à s'insérer vite. Finalement, on ne sait pas vraiment c'est qui choisit, c'est qui a le droit, c'est qui a la notoriété de décider. Donc, Nawal met en évidence le fait qu'il y a un certain flou, hein, dans comment justement on peut accéder à un emploi permanent en enseignement, puis que les critères ne sont pas nécessairement, qu'il y a vraiment un manque de transparence aussi dans les niveaux des critères. Puis je préciserais que cette enseignante-là était quand même dans un domaine qui était déjà en pénurie là, au moment de l'entretien, hein. Donc, malgré le fait qu'elle était dans un domaine en pénurie, qu'elle avait été formée au Québec, cette enseignante-là avait vraiment de la difficulté à se trouver un premier contrat. Puis elle a usé de plusieurs stratagèmes, là. Donc, elle a fait même du bénévolat auprès d'une de ses collègues québécoises du groupe majoritaire là, dans une école primaire avant de pouvoir avoir son premier contrat. Donc, elle est obligée de passer par du bénévolat alors qu'elle était déjà qualifiée en enseignement. Bref, c'est ça. Je vais aller rapidement là-dessus. Dans le fond, dans les deux centres de services scolaires que j'ai étudiés, il y en a un qui est davantage centralisé, puis un autre davantage décentralisé. Ça, c'est peu connu. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant de ça. Ça relève de, en tout cas, quand les commissions scolaires ont été constituées au Québec, au niveau de la refonte, le passage, pardon, du système confessionnel au système linguistique, il y a eu des fusions de commissions scolaires, puis il y a des modes de fonctionnement qui ont été préservés à ce moment-là, qui fait en sorte qu'actuellement, il y a des commissions scolaires qu'on pourrait dire plus centralisées que d'autres au niveau de leur processus, notamment des ressources humaines, puis leur processus administratif. Donc, les directions vont avoir plus ou moins de marge de manœuvre selon le centre de service scolaire. Donc, dans le système qui est davantage centralisé, un système de recommandation qui est en place ou on pourrait dire qu'il existe, c'est quand on a une stagiaire, là, parce que, bon, les stagiaires vont déjà être dans les écoles, ceux qui font le bac en enseignement de 4 ans, donc qui réalisent plusieurs stages en enseignement dans les écoles. Donc, à ce moment-là, ils vont se faire connaître aussi, hein, par la direction de l'école, par les enseignants, mais par la direction aussi. Donc là, Karine nous disait, donc, par exemple, on a une stagiaire qui vient à l'école, on sait que sa session se termine le 21 avril, puis après, on a une enseignante qui part pour un congé de maternité, admettons, le 1er mai. À ce moment-là, on peut écrire le nom de la personne recommandée, donc on le donne au centre de service scolaire. Ça va aller à l'affichage, le contrat. Mais si personne ne le choisit,
le contrat. Donc, même s'il est affiché avec l'ordre de la liste de priorité, si personne ne l'a pris, le nom que la direction va avoir mis, c'est une recommandation. Puis, ils vont communiquer directement avec cette personne-là après pour lui octroyer le contrat. Donc, on voit que même dans un système décentralisé, au niveau du centre de services scolaires, la direction a il y a un système de recommandation qui existe, qui va privilégier finalement les personnes qui vont déjà être connues du milieu scolaire et connues aussi principalement de la direction. Donc, ça va favoriser certains enseignants plus que d'autres. Si on regarde le système décentralisé, donc là, on est vraiment un peu ailleurs. Ça a dû changer parce que ça changeait, ça évoluait, mais il disait que les directions tenaient beaucoup à leur marge de manœuvre. Mais donc, dans un système décentralisé, c'est que toi, tu cognes à la porte d'une école, tu arrives avec ton brevet, il faut quand même que tu sois qualifié, là, on s'entend. Puis tu dis, je suis disponible pour faire de la suppléance. Puis là, la direction, elle pourrait dire, ben, tu commences demain matin. Puis là, elle va appeler le centre de service scolaire pour qu'il valide tout ça, qu'il ouvre le dossier d'employé. Là. On s'entend, elle ne fait pas travailler elle-même l'enseignante, mais quand même, elle peut dire à la personne, tu commences pour ce type de contrat-là, j'ai le droit de t'octroyer le contrat, puis après, ça arrange avec le centre de service scolaire. Donc, il y a quand même des formes de recommandations qui existent. Puis, également, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de mentionner que le fait que ces systèmes de recommandations-là sont aussi en tout cas, à valider, là, mais ce qui ressortait de ce que les personnes des ressources humaines me disaient, c'est que de plus en plus, dans un contexte de pénurie, les ressources humaines vont se reposer davantage encore sur les directions. Hein. Donc, ils délèguent une certaine part de leur travail de ressources humaines aux directions parce qu'ils ne peuvent pas faire l'ensemble de la tâche. Donc, ça va accorder davantage de poids ou de pouvoir à ce système de recommandation-là, puis aux tâches de sélection qui vont être dévolues aux directions d'établissement. Donc, on a aussi, là, je l'aborde pas ici, là, mais les entrevues de sélection. Hein, donc, les directions d'établissement vont réaliser des entrevues de sélection. Ça dépend beaucoup d'un centre de service scolaire à l'autre, là, mais ils peuvent les réaliser même parfois seuls ou deux directions ensemble, sans nécessairement qu'il y ait quelqu'un des ressources humaines toujours. Mais ça, c'est une pratique très variable d'un centre de service scolaire à l'autre, mais ça court dans certains centres. Par exemple, ici, donc justement, c'est une employée des ressources humaines qui parlait de cette question-là. Là, justement, elle disait que, bon, des fois, il reste 100, 160, 200 postes qui sont disponibles sur le site de la commission scolaire, puis que là, après, c'est les directions d'établissement qui vont recevoir les candidats, puis qui font les entrevues eux-mêmes, dans le fond. OK? Donc, un coup que ça a été affiché. Puis, elle a dit, ben, ça a un bon côté, parce que les directions peuvent justement réaliser les entrevues, mais par contre, il y a aussi un côté plus négatif, c'est que, ben, ils n'ont pas de formation en RH ou très peu. Hein? Donc, bref, à l'Université de Montréal, on a un cours, par exemple, sur la gestion des ressources humaines. Mais donc, tous les biais d'entrevue, donc tous les biais cognitifs, tous les biais qui peuvent affecter la sélection, leur choix de personnel, ne sont pas nécessairement formés à ça. OK? Donc, c'est un biais important. Puis aussi, également, un autre élément important en lien avec la sélection, donc c'est de dire, là, c'est Emmanuel, c'est un conseiller pédagogique qui me disait ça. Donc, par exemple, quand la direction va rencontrer un potentiel enseignant, considérant l'ensemble des tâches qu'elle a réalisées, là, si vous connaissez un petit peu le travail de direction d'établissement d'enseignement, mais c'est une tâche très lourde hein, quand même. Donc, là, il disait, quand elle se retrouve devant un nouvel enseignant, je te dirais que l'une des questions que la direction va tout simplement se poser, c'est est-ce que ça va être un problème ou non, celui-là? OK? Puis ça peut être assez binaire comme décision, surtout considérant comme les 100 000 dossiers qu'ils ont à gérer. Donc, on voit comment les biais, hein, donc on parlait des biais d'entrevue, mais tous les biais cognitifs peuvent interférer à ce moment-là au niveau de qui on va choisir. Qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là? Quels sont les préjugés, les stéréotypes qui peuvent interférer sur notre choix? Puis juste, je voulais juste vous le mettre, c'est que aussi dans les entrevues que j'ai fait auprès des personnes de personnel de ressources humaines puis de direction, donc on parlait de nos jeunes, nos petites perles. Donc sans nécessairement de dire de qui on parlait, là, mais quand on met en contexte, principalement, on faisait référence aux étudiantes en formation initiale en enseignement, là, mais on les abordait comme ça, c'est nos jeunes, nos petites perles. Donc on voit un petit peu quand même les discours, la dimension culturelle de la matrice que je vous ai présentée plus tôt. Là, le temps file et n'aura pas le temps pour discuter. Donc, juste, je vais finir avec l'évaluation ici. Donc aussi, je voulais juste vous le mentionner, là, c'est que dans le fond, quand on va accéder à la permanence en enseignement, les enseignants sont officiellement, du moins, évalués. Donc, il y a une évaluation qui est faite par la direction de l'établissement. Donc, c'est le processus officiel. Par contre, en discutant avec les directions, puis en regardant les conventions collectives surtout, c'est qu'une absence d'évaluation équivaut à une évaluation positive.
OK? Donc, ça veut dire que si on n'évalue pas l'enseignant, c'est considéré positif. Donc, en discutant avec les directions, ben, il y en a qui me disaient, ben, moi, j'évalue pas tout le monde parce que j'aurais pas le temps ou des fois, c'est pas pertinent, tu sais, d'évaluer. Donc, on a par exemple Luc qui nous disait que, là, j'ai pas marqué, mais Luc est un directeur d'école secondaire qui nous disait que dans le fond, lui, il se fie principalement à ce qu'il va entendre de la part des autres enseignants. Tu sais, s'ils disent, ben, on travaille bien avec lui, ça se passe bien, tu sais, ben, il disait, pourquoi je ferais une évaluation à ce moment-là? Moi, je vais me concentrer, l'évaluation, ça vient aussi avec une forme d'accompagnement, là. Donc, je vais me concentrer sur les personnes qui posent problème, mais ça aussi, c'est propice au biais, OK? Donc, ça peut justement qui on va évaluer, qui on va juger ou qui le personnel va juger qui a besoin d'une évaluation, OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est propice à la matérialisation justement du racisme, à la matérialisation des stéréotypes, puis ben, par le biais des biais. Fait que, voilà. Je vais juste finir avec ça. Un élément que je voulais vous montrer, je vais le sauter ici. Juste pour terminer, qui me semble intéressant, ça date un peu, parce que malheureusement, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse colligeait auparavant des données qui distinguaient, dans le fond, les données pour les emplois dits à statut régulier puis les emplois à statut non régulier. Donc, je l'ai mentionné un petit peu, hein. Donc, régulier, c'est vraiment les emplois dits permanents, puis non régulier, ça va être les autres statuts d'emploi pour ben, les minorités visibles, mais tous les autres groupes qui sont visés par les programmes d'accès à l'égalité en emploi. Je ne m'attendais pas à ça, en fait, en analysant les données. Donc, moi, j'ai recueilli les données, j'ai analysé les données pour les centres de services scolaires de l'île de Montréal et plus largement, mais je me suis concentrée sur ceux-là. Puis c'est ça. Donc, le but de la loi sur je l'ai sauté, là, mais le but de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi, c'est justement de combler la sous-représentation, notamment du personnel enseignant de minorité visible. Donc, on dit qu'il n'y a pas assez d'enseignants de minorité visible ou de groupes racisés, donc on veut en avoir plus. Mais en regardant les données, ce qui est intéressant justement sur la division du travail, là, vous voyez, ça, c'est pour 2 centres de services scolaires. Ben, 2 commissions scolaires, donc Commission scolaire de Montréal et Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, je ne l'ai pas ici, je l'ai pas mis ici, même si c'est les 3 francophones de l'île, parce qu'il y avait une sous-représentation généralisée. En 2013, là, et ça a beaucoup changé depuis, mais en 2013, c'était une sous-représentation généralisée pour tous les enseignants, là. Par contre, les deux autres commissions scolaires se distinguent un petit peu. Mais donc, pour les statuts réguliers, vous voyez un petit peu là, est-ce qu'ils sont sur ou sous-représentés? La ligne au milieu, le 0, ça serait un équilibre parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de personnes de minorité visible aptes à occuper l'emploi que ceux qui l'occupent effectivement. Donc, c'est comme un équilibre au niveau de l'équité, là, qui serait comme ce qu'on juge parfait, là, d'un niveau statistique, bref. Mais vous voyez donc, après, s'il y a sur ou sous-représentation. Donc, si on va vers la droite, ça va être la sur-représentation, puis le moins, là, la sous-représentation. Donc, ça, c'est pour les emplois à statut régulier. Vous voyez un petit peu comment ça se régule, là. Bon, vous pouvez voir qu'il y a une surreprésentation des enseignants en maths, sciences et techno, hein. Si on regarde les emplois non réguliers, OK, ça, je trouve ça très intéressant, c'est qu'on est dans la surreprésentation partout, OK, dans tous les champs d'enseignement. Ils sont surreprésentés dans les non réguliers, OK. Donc, on retourne en arrière. Vous voyez, là, ça, c'est les réguliers. OK, donc on voit un peu les constats, mais quand on regarde le non régulier, tout ce qui est temporaire, bon, ce qui est à temps partiel, donc ils sont vraiment sous-représentés partout. Donc c'est un constat quand même intéressant par rapport à la division du travail, puis qui amène à poursuivre un peu les réflexions, puis ce qu'on peut avoir sur ces divisions-là. Puis là, je me suis concentrée sur les enseignants, mais si on regarde les données pour les autres corps d'emploi dans les écoles, on a des constats aussi qui peuvent être différents, là, mais quand même, on a quand même cette tendance-là qui se démarque. Rapidement, en 2 minutes. Stratégie individuelle, j'en ai mentionné un petit peu, mais vraiment ce qui ressortait dans les entrevues que j'ai menées pour les enseignants, justement, de groupes racisés qui veulent accéder justement à un travail permanent en enseignement. Donc, quelques conseils qui ont été donnés par les enseignants, enseignantes eux-mêmes et par le personnel des centres de services scolaires. Donc, vraiment d'avoir le plus d'informations possible, hein, comme je disais, puis de vérifier la source des informations parce que c'est quand même complexe, là. On a l'impression que justement, c'est linéaire, qu'il y a des étapes à suivre, à cocher, puis on va arriver à une permanence, mais c'est pas le cas. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller valider auprès de son syndicat. Comment on se rend à la permanence dans mon centre de service scolaire
en particulier parce que ça varie d'un centre de service scolaire à l'autre. Après, un autre stratégie qui a été mentionnée beaucoup, c'est se faire connaître du milieu scolaire. Donc, dans les écoles, même si on a l'impression que c'est très centralisé, il existe des systèmes de recommandation, comme je l'ai mentionné, qui font que malgré tout, si on se fait connaître d'une direction, on peut accéder à certains contrats sur cette base-là. Également, choisir et suivre ses contrats. Comme je disais, il y a des contrats qui ne comptent pas si on va accéder à une permanence. Donc, c'est important de savoir ça, puis de tenir le fil, de demander même nos contrats, parce que des fois, les contrats ne sont pas donnés, ce que les enseignants me racontaient, là. Donc, vraiment, de suivre le fil, puis de s'assurer aussi que les contrats qu'on a sont dans notre champ d'enseignement. Parce que des fois, il y a des... En tout cas, vous irez lire dans ma thèse ça fait ce qu'elle raconte, là, mais des fois, il y a des changements de champ, puis on le sait pas, puis on prend un contrat, puis c'est pas dans notre champ, puis là, ben, ça compte plus pour accéder à la priorité. Voilà. Sinon, cibler les alternatives, ce qui ressort aussi beaucoup dans les stratégies de résistance que j'appelle davantage que c'est des enseignants qui décident de changer de champ parce qu'ils ont plus d'opportunités dans un autre champ ou qui vont vers le privé ou qui justement qui ciblent d'autres alternatives plutôt que de rester dans le système scolaire puis de devoir faire la suppléance comme Pierre nous l'a raconté. Il y en a qui vont le faire, mais il y en a qui vont décider d'essayer autre chose. Changement systémique. Donc, il y a un ensemble d'organisations quand même qui devraient être concernées par ces questions-là. Puis je pense on a plusieurs chantiers qui doivent être mis en place, notamment s'interroger sur la précarisation du travail. Puis là, ben, c'est sûr que, en tout cas, je vais revenir après sur l'actualité. Mais donc, les conditions de travail, les droits différenciés, comme je vous ai montré, on a des catégories d'enseignants différenciés actuellement dans le système avec des droits différenciés. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on se pose des questions sur les enseignants qui ont ces droits-là, différenciés par rapport aux autres. Au niveau du travail de RH qui est fait dans les milieux éducatifs, est-ce que justement les personnes qui font ce travail-là sont suffisamment formées sur les questions de biais, sur l'équité en emploi? Est-ce qu'on a une bonne compréhension aussi de qu'est-ce que l'équité en emploi? La lutte, ça sert à lutter contre la discrimination systémique. Est-ce qu'on a une bonne compréhension de ça? L'accès à l'information, comme j'ai montré, il y a beaucoup de nébuleuses. Là, c'est un mot que j'utilisais dans ma thèse, mais que je n'ai pas mentionné, mais c'est difficile d'accéder à l'information, même quand tu fais de la recherche, là. Moi, mais c'est sûr que j'ai ma posture externe au milieu scolaire, on s'entend, mais quand même, ce que j'ai vu par rapport aux différentes voix, aux différents récits des personnes que j'ai rencontrées, c'est que c'est difficile d'accéder à une information claire, là, pour vrai. Fait qu'il faudrait peut-être travailler là-dessus. Puis les voies d'accès à la profession enseignante, j'en parlerai pas ici, mais c'est un autre élément sur lequel je pense qu'il faut réfléchir. Les priorités du ministre, ça m'amène à dire qu'il faut élargir aussi aux divisions j'ai mis verticales, mais je veux dire, pardon, horizontales. Donc, aux divisions horizontales du travail. Donc, qui parlait on veut des aides à l'enseignant dans la classe, mais ça introduit des nouvelles formes de division du travail enseignant. Ça vient avec quels droits, quelles conditions de travail pour ces personnes-là, qui vont occuper ces emplois-là. On a déjà parlé beaucoup des éducatrices en service de garde. Moi, je réalise des entrevues actuellement, puis beaucoup d'éducatrices en service de garde qui sont des personnes racisées. Donc, c'est aussi des questions qui vont se transposer là, avec cette question-là pour les divisions, je dis bien, pardon, horizontales. Mais donc, ouais, ça va nous occuper encore dans les prochaines années. Puis, mais je voulais pas finir avec ça. Alors, je voulais juste finir avec justement le mois de l'histoire des Noirs. Donc, dire que ces questions-là aussi, c'est pour reconnaître la contribution des personnes de groupes racisés, des personnes noires dans notre système éducatif. Puis, je vous ai mis deux petites ressources comme ça en terminant qui me semblent pertinentes dans le milieu de l'éducation pour réfléchir à ces questions-là ensemble, puis pour aussi s'informer puis informer les autres personnes qui nous entourent. Merci!